Bienvenue en cette vidéo préparée pour expliquer les outils utilisés dans le domaine de la qualité. Alors aujourd'hui on va voir quelques outils de management de la qualité, à savoir la grille AMDEC ou bien le AMDEC. On va voir le diagramme de Pareto et on va voir l'outil Kaizen appliqué à travers la méthode PDCA et à travers la méthode 5ES. Une deuxième vidéo sera donc préparée pour voir l'outil Pukayoke, le diagramme d'Ishikawa, la méthode des 5 pourquoi, le benchmarking et le brainstorming. On va voir aussi le QCCP et on va faire récapitulation. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir l'outil AMDEC, on va voir le diagramme de Pareto et l'outil Kaizen à travers le PDCA et à travers les 5S. Alors tout d'abord, il faut savoir c'est quoi les outils de la qualité. Donc les outils de la qualité, ce sont les méthodes utilisées pour pouvoir appliquer ou bien pour pouvoir assurer un travail de qualité dans l'organisme. Alors il s'agit des outils qualité, il s'agit des outils de résolution de problèmes, des outils de management, d'amélioration continue, d'organisation interne du travail, etc. Donc les outils qualité, ce n'est pas des outils de contrôle, ce n'est pas la qualité du produit, mais c'est donc la qualité de faire les choses, la méthode, la qualité de la méthode. Notamment, on va parler de la grille AMDEC ou bien de l'outil AMDEC. Alors l'outil AMDEC, c'est la méthode utilisée pour l'analyse de modes de défaillance et leurs effets et la criticité. Alors, les modes de défaillance, vous savez que dans l'entreprise, vous avez donc un ensemble de machines, un ensemble d'équipements. Alors les machines, les équipements, ils peuvent tomber en défaillance, ils peuvent tomber, donc ils nécessitent d'être entretenus. Donc c'est l'entretien, c'est la maintenance. Alors la grille AMDEC ou bien la méthode AMDEC, elle a une relation avec la maintenance et elle a aussi une relation avec la qualité. Parce que quand j'ai un équipement qui tombe toujours en défaillance, donc c'est un risque. Qualité, c'est une non-conformité qui va impacter les délais de livraison, qui peut aussi impacter la qualité de votre produit ou bien de votre service. C'est pourquoi il est nécessaire pour le responsable qualité de maîtriser plus ou moins l'outil AMDEC. Alors dans le domaine de l'automobile, on parle de l'AMDEC, on parle aussi de la méthode FMEA, et c'est la même chose, sauf que la FMEA, c'est spécifiquement dédié pour le domaine automobile. Alors le principe de la méthode AMDEC, il se base sur ce qu'on appelle la sûreté du fonctionnement. Alors la sûreté du fonctionnement, c'est l'aptitude d'une entité à satisfaire une ou plusieurs fonctions requises. Donc vous avez une machine, un équipement, et là l'aptitude de satisfaire une ou bien plusieurs fonctions, selon le type de la machine ou bien le type de l'équipement. Dans des conditions bien sûr données, ça veut dire des conditions de fonctionnement qui sont normales. La sûreté de fonctionnement, alors, il se caractérise généralement, la sûreté de fonctionnement d'une machine ou bien d'un équipement, donc se caractérise généralement par les paramètres suivants. Bien sûr, déjà avant les paramètres, la sûreté de fonctionnement, ça garantit un petit peu le niveau de qualité. Donc, il a une relation avec le niveau de qualité. On va garantir la sûreté de fonctionnement des machines et des équipements. Ça veut dire automatiquement, on va garantir un certain niveau de qualité et vice-versa. Le niveau de qualité, donc la démarche qualité, par exemple, à travers la 9001, ça aide aussi à garantir la sûreté de fonctionnement. Donc, c'est interactif, c'est dans les deux sens. Alors, les paramètres sur lesquels repose la sûreté de fonctionnement, il y a la fiabilité. Je parle de la fiabilité d'une machine, ça veut dire l'aptitude d'une entité, une machine, un équipement, à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant une durée donnée. Je parle d'une machine fiable, ça veut dire que durant un temps déterminé, il va produire le nombre de pièces déjà envisagées, anticipées. Il va accomplir sa fonction. Je parle d'une personne qui travaille avec fiabilité, ça veut dire je lui donne des tâches, et elle réalise ces tâches en respectant les délais et en respectant les autres exigences du travail réalisé. C'est la même chose pour la machine ou bien pour l'équipement. La sûreté de fonctionnement repose aussi sur la maintenabilité. Ça veut dire aptitude d'une entité à être maintenue
ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Alors, je parle d'une machine maintenable, ça veut dire je peux la réparer quand elle va tomber en panne, quand il y a une défaillance, je peux facilement la détecter et donc utiliser des procédures et des moyens prescrits pour réparer la défaillance, pour donc qu'elle soit encore une fois fiable et pour qu'elle soit donc capable à assurer une ou plusieurs fonctionnalités données. Donc vous avez pour la machine, pour l'équipement, pour la ligne de production, il y a la fiabilité, il y a la maintenabilité, il y a aussi la disponibilité. Donc l'aptitude à être donc, en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données et à un instant donné. J'ai besoin de cet équipement maintenant, donc il est disponible maintenant. Par exemple, les équipements d'étalonnage, j'ai besoin d'une balance, j'ai besoin donc d'une sonde pour contrôler la température, j'ai besoin d'un analyseur, j'ai besoin... Donc vous avez plusieurs équipements. Le moment donné où je cherche cet équipement ou bien où j'ai besoin de cette machine, il doit être disponible pour accomplir son rôle. Donc, on parle du taux de disponibilité des équipements. Donc, l'équipement, il ne doit pas être en défaillance toujours, il ne doit pas être donc, en état de maintenance toujours. Donc, si je le veux, je ne le trouve pas. Donc là, la disponibilité aussi, ça fait partie de la sûreté donc, du fonctionnement. Et vous avez la sécurité. Donc, tout ça, la machine, l'équipement, il doit accomplir sa fonction. Et en parallèle, éviter de faire apparaître dans des conditions données des événements critiques ou catastrophiques pour la santé humaine, par exemple pour l'environnement, etc. Et ça fait partie aussi de la fiabilité, de la sûreté de fonctionnement. Alors, c'est la fiabilité de l'équipement et le TIAMDEC, il va nous aider à déterminer, donc, ou bien à anticiper ces défaillances et leurs effets et leur criticité. Alors, vous avez sur le schéma l'étude AMDEC. Donc, bien sûr, dans l'entreprise, on a des coûts en relation avec la maintenance. Donc, la maintenance des machines, à chaque fois une machine qui va tomber donc, en panne, je parle des coûts de maintenance et ça fait partie des coûts de non-qualité aussi. Donc, il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects. Les coûts directs, par exemple, rechange consommable, main-d'œuvre, sous-traitance, frais généraux, donc ça, ce sont les coûts nécessaires, ce sont les coûts d'obtention de la qualité, les coûts nécessaires pour faire fonctionner la machine. Mais il y a aussi des coûts indirects, ça veut dire les coûts de la non-qualité. Donc, vous avez les coûts d'indisponibilité, une machine qui n'est pas disponible, ça veut dire la production, elle est en arrêt, ça veut dire qu'on perd du temps, et le temps, ça veut dire une production qu'on va donc perdre. C'est un coût pour l'entreprise, c'est de la non-qualité. Il y a les coûts de ralentissement. Une machine, elle est en fonctionnement, mais il n'accomplit pas sa tâche dans le temps qui a été fixé, donc le respect des délais. Vous avez les délais de livraison qui ne vont pas être respectés, le client il ne va pas être content bien évidemment, donc il y a des coûts en relation avec le ralentissement du travail. Il y a aussi des coûts, des pénalités donc, contractuelles. Bien sûr, quand on ne va pas livrer un produit au temps, c'est un non-respect d'exigence, il y aura des pénalités. Des pénalités, ça veut dire on ne va pas satisfaire le client, on a le système de management qui va être non conforme, donc on va marquer des non-conformités, etc. Il y a les coûts de non-qualité en général, tout coût en relation avec la non-qualité. Une machine en défaillance, elle va engendrer des produits non conformes, donc parfois on ne va pas arrêter la production, mais on va livrer donc un produit non conforme avec des défauts, etc. Donc l'AMDEC, l'étude AMDEC, il va vous aider à optimiser ces coûts donc indirects en relation avec les défaillances des machines. Maintenant, quelle est la démarche AMDEC? Donc, comment appliquer la démarche AMDEC? Donc, la première étape, c'est l'initialisation de l'étude. L'initialisation de l'étude, ça veut dire, donc, toutes les démarches du monde, il y a toujours la phase donc, de collecte des informations. Donc, on va collecter les informations, c'est l'initialisation de l'étude. Alors, on va définir la machine ou bien l'équipement à analyser, moteur, pompe, vous avez une ligne de production,
réfrigérateur ou bien surgélateur, une machine à couper, même un ordinateur parfois, c'est un équipement aussi. On va définir la machine concernée par l'étude AMDEC. Donc pour chaque machine, on va élaborer une grille d'études AMDEC. On ne va pas parler en général, mais on va parler de chaque machine séparément. On va définir la phase de fonctionnement, ça veut dire cette machine, elle sert à quoi? Elle sert à faire quoi? Quel est son travail? Quelle est sa tâche à accomplir? Quel est le produit qui va sortir? Est-ce que c'est un produit fini, semi-fini? Quelle est l'opération qu'il va effectuer? Par exemple, du bois qui va passer, est-ce que cette machine sert au découpage, perçage, emballage, mettre des boulons, etc. Par la suite, on va définir les objectifs à atteindre. Cette machine, est-ce qu'elle tombe en défaillance 3 fois par exemple par mois? Notre objectif, c'est de diminuer le temps ou bien la fréquence des défaillances. Donc on définit les objectifs tout simplement. Réduire le temps du fonctionnement, ça prend beaucoup de temps, on perd du temps, quel est le but? Donc c'est la première étape, l'étape de l'initialisation de l'étude. Par la suite, vous avez la description fonctionnelle de la machine. Vous avez une machine, il faut comprendre, bien sûr, l'application directe de l'AMDEC, c'est l'équipe maintenance qui va l'assurer en collaboration avec le responsable qualité. On peut même proposer, comme étant responsable qualité, on peut même proposer de commencer une démarche AMDEC en collaboration avec l'équipe maintenance ou bien le responsable maintenance. Alors, la démarche pratique de l'AMDEC, il se compose de 4 étapes. La deuxième étape, c'est la description fonctionnelle de la machine. Ça veut dire qu'on va découper la machine, les composantes, il faut savoir quelles sont les composantes de la machine. On fait l'inventaire des fonctions techniques de la machine. Donc, chaque machine, quelle est la fonction? Chaque composante, quel est son rôle? Bien sûr, ça, c'est la maintenance qui va le faire parce qu'ils ont du savoir-faire en relation avec tout ce qui est équipement et machine. Et troisièmement, il faut faire l'analyse AMDEC. L'analyse AMDEC, il consiste à analyser des mécanismes de défaillance. Ça veut dire quoi? Analyser les mécanismes de défaillance, ça veut dire anticiper les risques de défaillance possibles. Vous avez par exemple un ordinateur, si je vais parler des défaillances qui peut subir un ordinateur, les risques. Donc il y a par exemple un chargeur qui va tomber en panne, le chargeur qui va tomber en panne, et bien sûr ça se facilite, on découpe déjà l'équipement, il y a l'écran, il y a le chargeur, il y a la batterie interne, le clavier, etc. Et on commence pour chaque composante, quelles sont les possibilités de défaillance. Donc on analyse les mécanismes de défaillance pour cet ordinateur, ou bien pour cette machine, pour cet équipement. Par la suite, on va faire l'évaluation de la criticité. La criticité, c'est comme toute démarche d'analyse de risque, il repose sur le calcul de la criticité ou bien le niveau de danger, le niveau de gravité. Dans la qualité, on parle du risque, la dangerosité du risque. Dans les CST, on parle de la dangerosité de la blessure ou bien le danger proprement dit, une blessure, une chute, etc. L'effet sur la santé. Dans le domaine de l'environnement, on parle d'un risque, ça veut dire un impact, ça veut dire est-ce qu'il est significatif ou pas. Et aussi la démarche d'analyse des risques pour la grille AMDEC, c'est la même chose. Donc on calcule la criticité, le niveau de criticité qui est égal à la probabilité d'occurrence ou bien à la fréquence, F, la probabilité d'avoir une défaillance. Donc on a détecté les défaillances. Donc, par exemple, quelle est la probabilité pour un ordinateur que la batterie va tomber en panne ou bien ne va plus fonctionner. Donc là, on a la probabilité. La probabilité là, dans le cas des machines, des défaillances, etc., elle se base sur l'historique. Par exemple, vous avez l'historique de l'année précédente. Donc normalement, cette machine qui tombe en panne, elle est déjà utilisée. Donc, on ne va pas, nous, analyser une machine qui est neuve, nouvelle machine qu'on vient d'acquérir, donc normalement, il ne va pas tomber en panne. Donc, vous avez une machine ou bien un équipement qui a un historique des pannes, on analyse l'historique des pannes, la disponibilité, on calcule les heures de disponibilité, on calcule la fréquence des pannes, ça veut dire combien de fois par mois ou bien par trimestre, comme vous voulez, cette machine tombe en panne.
en relation avec le risque détecté. Il a tombé en panne à cause de ça, à cause de ceci, à cause... Et bien sûr, l'équipe maintenance, il fait toujours des enregistrements. Ça fait partie du système qualité d'enregistrer donc les pannes, les défaillances des machines dans un registre interne pour les analyser par la suite. C'est le produit entre la fréquence, la criticité, le produit entre la fréquence et entre la gravité des conséquences, quoi. Donc vous avez des conséquences, ils ont une gravité. Donc est-ce que la machine va être arrêtée complètement? Est-ce que l'ordinateur, toujours notre exemple, va tomber en panne, donc on ne peut plus l'utiliser, ou bien ça nécessite une réparation, ou bien sa capacité, par exemple, il va ralentir, etc. Et la probabilité de non-détection. Il y a des pannes qu'on peut détecter facilement, comme il y a des pannes, on ne peut pas donc rendre compte jusqu'à la phase qu'on va voir les résultats. Donc on va voir des produits qui sont non conformes et par la suite on cherche et on trouve que c'est la machine qui ne fonctionne pas très bien. Et déjà on a engendré des dégâts, donc des dégâts, des problèmes de non-conformité des produits. Alors un équipement, une défaillance, il a une probabilité de non-détection. Si la probabilité de non-détection est élevée, ça veut dire que la criticité aussi est élevée. Si on peut détecter, c'est comme pour l'être humain, une maladie. Donc si on connaît, on arrive à savoir c'est quoi la maladie, on arrive à voir par exemple les symptômes facilement, on peut donc trouver une solution rapidement avant l'accumulation de l'effet. C'est la même chose pour la machine, il y a une défaillance interne, si on peut la détecter facilement, donc la criticité va diminuer. Si la détection elle est difficile, ça veut dire que la criticité elle va être plus élevée. Et par la suite, bien sûr, il faut proposer des actions correctives. Donc la maintenance, l'équipe maintenance, ils vont donc soit réparer la machine, soit parfois on ne peut pas réparer, on doit changer carrément la machine, etc. Alors pour la cotation de la probabilité d'occurrence, on parle d'une fréquence qui est faible, le niveau 1, ça veut dire défaillance rare, moins d'une défaillance par an. Alors par convention, déjà vous avez comment juger. Est-ce que la fréquence est faible ou bien très faible, etc. Donc vous avez par convention des niveaux qui sont définis. Je parle aussi, s'il vous plaît, quand je dis fréquence très faible, je vais donner par exemple le numéro 1, le chiffre 1, fréquence faible, le chiffre 2, fréquence moyenne 3, forte 4, parce qu'on va faire le produit par la suite. Donc vous pouvez dire 1, 2, 3, 4, comme vous pouvez dire 3, 4, 5, 6. Donc vous avez droit de choisir donc, le système de cotation, sauf qu'il faut respecter donc, le classement. Alors fréquence très faible, défaillance rare, moins d'une défaillance par an, que ce soit 0 défaillance ou bien une seule défaillance par an. Fréquence faible, donc moins d'une défaillance par trimestre. Donc on parle d'une période de trimestre, moins d'une défaillance par trimestre. Fréquence moyenne, moins d'une défaillance par semaine. Fréquence forte, très fréquent, donc la défaillance elle est très fréquente, plusieurs défaillances par semaine. De la même façon, vous avez une grille de cotation de la gravité. Gravité mineure, donc arrêt de production. Bien sûr, la gravité de la défaillance, elle est en relation avec l'arrêt de la production. Donc la machine n'est plus disponible pour travailler, pour effectuer sa tâche. Donc la production, elle est arrêtée. Pour l'entreprise toujours, vous avez deux éléments qu'il ne faut pas perdre. Le premier, c'est le temps et le deuxième, c'est l'espace. Donc il faut optimiser toujours le temps et optimiser l'espace. Donc là, une défaillance mineure, ça veut dire arrêt de production inférieur à 2 minutes, aucune dégradation notable du matériel. Donc le matériel, on peut l'utiliser donc après 2 minutes, donc c'est bon. Une gravité significative, ça veut dire arrêt de production de 2 à 20 minutes, donc toujours par convention. Donc l'AMDEC, c'est la convention, donc on ne peut pas changer. Par exemple, dire non, c'est entre 4 et 10 minutes, etc. Donc l'arrêt de production entre 2 et 20 minutes, remise d'état de courte durée ou une petite réparation sur place nécessaire, donc le matériel, ou bien l'équipement, ou bien la machine, il nécessite une petite réparation sur place, et puis on peut recommencer la production. La gravité moyenne, ça veut dire que l'arrêt de production, ça dure entre 20 minutes et 1 heure.
changement du matériel défectueux nécessaire. Donc, on a un matériel défectueux, il faut le changer, tout simplement. Gravité majeure, ça veut dire arrêt de production de 1 à 2 heures. Vous voyez que l'arrêt de production pour 1 heure ou bien 2 heures, ça fait donc perdre l'entreprise beaucoup d'argent. Un jour, j'étais donc à l'OCP de Jorf Asfar, donc l'OCP, l'Office chérifien du phosphate. Et donc, on a travaillé sur la disponibilité des machines, donc pour eux, des équipements. Donc, il y a ce qu'on appelle les échelons de concentration de l'acide, donc des échelons pour concentrer l'acide sulfurique pour produire donc, du phosphate, des engrais, etc. Et ils ont un problème de colmatage des équipements. Ça veut dire il y a du tartre, il y a une matière qui s'appelle les fluorosilicates qui est très dure, qui cause donc l'embouchage ou bien le bouchage des équipements, donc des échelons de concentration, et ça cause donc des arrêts de production. Donc des arrêts de production, ce sont des équipements, les échelons ils sont géants, donc pour faire la maintenance, ça nécessite donc entre 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures parfois, et ça se répète chaque mois, donc il y a vraiment une perte de production. On a calculé donc combien. Donc, on a calculé pour les arrêts de production, si donc la machine était en fonctionnement, combien d'acide concentré il va donc produire. Et on a multiplié par donc, le coût, ou bien donc, le coût de revient relatif à cette production qu'on peut produire durant ces phases d'arrêt. Et on a trouvé vraiment donc, que c'est énorme. Donc, en trouvant des solutions pour les problèmes d'arrêt, de production, on peut gagner de l'argent. Donc, on gagne, le chiffre d'affaires peut être développé. Alors, c'est la même chose ici. Donc, vous avez 1 heure ou bien 2 heures, c'est une gravité qui est majeure. Alors, on parle de la durée, on parle aussi de l'intervention. Donc, l'intervention importante sur sous-ensemble. Donc, il faut intervenir immédiatement. Production, ou bien on va produire des pièces qui sont non conformes, non détectées. Et c'est ça, quand on va arrêter la production, ça peut donc, on peut régler le problème. Mais quand donc la machine va produire des pièces non conformes et on n'a pas détecté, ça veut dire on perd de la matière première, on perd de l'énergie, donc on produit des produits qui sont non conformes et sont considérés automatiquement comme des déchets. Donc là, on peut même donc ne pas constater, si on ne fait pas du contrôle, mais normalement on va faire le contrôle, on peut même livrer des produits qui sont non conformes et c'est très, très grave pour l'entreprise. Et vous avez finalement la gravité catastrophique, défaillance catastrophique, arrêt de production supérieur à 2 heures, intervention qui nécessite des moyens qui sont coûteux, donc on va faire appel à l'équipe maintenance ne peut pas réparer la machine, donc on va faire appel à un prestataire externe, il faut déplacer la machine ou bien la changer carrément. Donc là, c'est difficile et c'est catastrophique. Quand j'ai parlé du changement du matériel défectueux dans la phase de gravité moyenne, donc c'est changement d'une seule pièce de la machine. Donc on va changer une pièce. Mais là, pour la gravité catastrophique, ça veut dire qu'il faut changer tout l'équipement. Donc ça, c'est difficile. Et vous avez aussi la grille de cotation de la probabilité de non-détection. Donc détection évidente, ça veut dire qu'il est facile de détecter la défaillance. Détection possible, ça veut dire défaillance détectable, il est possible de la détecter avec plus d'attention. Détection improbable, ça veut dire c'est difficile de la détecter. Et détection impossible, ça veut dire que la défaillance, elle est carrément indétectable. Donc, il faut calculer la criticité en relation avec chaque défaillance déjà déterminée. Alors, on va prendre un exemple d'application pour un moteur électrique. Donc, nous, on facilite un petit peu les choses pour comprendre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut déjà analyser donc, le système pour le moteur. Donc, le moteur il nécessite de l'énergie, donc consommation énergétique. Il y a un moteur électrique qui va consommer l'énergie. Il y a un accouplement. L'accouplement, donc, c'est donc la pièce mécanique qui va coupler deux équipements, parce que quand je dis moteur électrique, je ne parle pas du moteur électrique proprement dit, mais je parle de tout un système. Donc le moteur électrique, il est équipé d'une source d'énergie, d'un accouplement, d'un compresseur. Donc l'accouplement, c'est la pièce qui va donc lier entre le moteur électrique et entre le compresseur.
on décompose en éléments élémentaires. Alors normalement, il faut découper le compresseur aussi, il faut découper donc l'accouplement, il est constitué de quoi? La source d'énergie, mais nous, on va prendre juste le moteur d'entraînement, le moteur électrique, le moteur d'entraînement, il est équipé de quoi? Vous avez par exemple un stator, donc c'est la partie, donc la cage externe, vous savez comment il est, donc un moteur normalement. Il y a donc une cage externe, ce qu'on appelle le stator qui est wrist fixe. Donc d'où vient donc l'appellation stator. Stator, donc ça veut dire donc il ne bouge pas, donc il ne tourne pas tout simplement. Puis vous avez les paliers qui tournent, et le rotor. Donc le rotor, c'est l'équipement mobile qui va faire les tournements. Alors là, on analyse le système. Bien sûr, c'est un exemple facilité. On décompose en éléments élémentaires, et vous avez la grille Amdek. Donc la grille Amdek, analyse des modes de défaillance et de leurs effets et de leur criticité. Alors nous avons le système motocompresseur et le sous-système c'est le moteur qu'on va prendre comme exemple. La date bien sûr d'élaboration de la grille. Vous avez les éléments, les paliers roulement, le stator et le rotor. Vous avez la fonction. Quelle est la fonction donc de chaque équipement? Palier roulement, guider et supporter le rotor. Le stator, c'est créer un champ tournant, et le rotor, assurer les mouvements de rotation. Les modes de défaillance, donc les paliers roulement normalement, quelles sont les défaillances possibles? Vous avez les usures, les cassures, donc ça peut être usé, ça peut être cassé. Le stator, vous avez grillage d'enroulement, donc l'enroulement il va être grillé, donc pas possible de laisser tourner donc, le rotor. Défaillance de phase. Vous savez que donc, un moteur il a une phase de rotation, donc ça fait partie de la mécanique. Est-ce que c'est triphasé, monophasé, etc. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc défaillance de phase, un problème un déphasage, défaillance d'isolement. Donc le stator normalement il sert à isoler, mais s'il y a donc une défaillance, ça veut dire qu'on ne va pas assurer l'isolement. Vous avez pour le rotor défaillance de la cage, etc. Les causes maintenant, pour chaque défaillance, les usures, il va causer la fatigue, les cassures, ils peuvent causer des vibrations, grillage d'enroulement, etc., donc surcharge et fatigue de l'équipement, défaillance de la cage, fatigue et surcharge, etc. Les effets maintenant, quels sont les dégâts? Fatigue, échauffement de l'équipement, échauffement, ça c'est un problème. Vibration, blocage du rotor, ça veut dire l'équipement il est bloqué, il ne va pas travailler ou bien fonctionner correctement. Surcharge et fatigue, arrêt du compresseur, arrêt du compresseur pour la surcharge et fatigue aussi du rotor. Et vous avez la détection. Comment on peut détecter cette défaillance? Les employés ils vont être informés. Si vous entendez du bruit ou bien vous constatez l'échauffement, ça veut dire qu'il y a une défaillance en relation avec les usures et la cassure des paliers de roulement. Le stator, normalement, l'arrêt du compresseur, c'est visuel, on peut le voir. Et puis, vous avez la criticité, la fréquence, selon donc, combien de fois ça arrive, la gravité, la possibilité de détection. Et on fait le produit 2 fois 3, c'est 6 fois 2, c'est 12, et la même chose pour les autres. Et on va proposer les actions à engager. Notamment ici, changement déroulement, tout simplement. Bobinage, donc, de l'enroulement, changement de la cage carrément. Donc, voilà un exemple de l'Amdek. Exemple, bien sûr, simplifié de la méthode Amdek parce que l'équipement, il est relativement simple. Mais pour les équipements qui sont de fonctionnement assez compliqué, donc il faut bien sûr élaborer une grille qui est bien sophistiquée. Mais généralement, c'est donc la méthode. Donc, ce qui diffère, ce sont les composantes. Et j'ai dit que c'est le responsable de qualité en collaboration avec l'équipe maintenance. Maintenant, on va voir le diagramme de Pareto. Donc, le diagramme de Pareto, c'est quoi? Donc, vous avez le monsieur Vilfredo Pareto. Donc, Vilfredo Pareto qui a constaté en Italie, donc c'est un Italien bien sûr, que 80% des richesses dans leur pays, ils ont été détenus ou bien par 20% des personnes. Donc seulement 20% des personnes détiennent 80% des richesses. Donc c'est la règle 20-80. Le diagramme de Pareto, c'est tout simplement
On l'appelle aussi la règle du 20-80. Alors, cette loi empirique semble souvent généralisable, donc on a généralisé, on parlait des richesses par Vilfredo Pareto, donc il a parlé des richesses, mais la règle du 20-80, on peut donc la généraliser sur d'autres choses. Par exemple, 80% des ventes sont liées à 20% des clients dans le domaine commercial. C'est juste 20% des clients qui réalisent ou bien qui font l'achat de 80% de nos produits. 20% des problèmes sont liés à 20% des causes possibles. Alors cette règle, on peut aussi l'appliquer pour les défaillances des machines. Donc 20% des causes de défaillance détectées dans la phase de l'AMDEC engendrent 80% donc des produits non conformes. Donc je parle des non-conformités d'un produit, je liste les causes. Vous avez seulement 20% des causes qui peuvent engendrer donc 80% des problèmes. Alors, en trouvant la solution à juste 20% des causes, on peut donc éviter 80% non-conformité. Donc 80% des non-conformités, du nombre de non-conformités. Alors le diagramme de Pareto, élaboré par le monsieur Pareto, donc, ou bien la règle de 20-80, permet de visualiser rapidement les causes essentielles, donc provoquant la majorité des effets du problème à résoudre. C'est un outil de résolution de problèmes. Vous avez plusieurs causes d'un seul problème, donc vous faites le diagramme Pareto et comme ça vous pouvez savoir quelles sont les causes essentielles, donc les 20% que on peut donc régler ou bien résoudre pour donc trouver une solution pour 80% des problèmes. On va voir un exemple. Donc, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Il faut collecter les données chiffrées. Donc, pour par exemple les défaillances machines, on va collecter les historiques de défaillances. Donc, combien de fois les défaillances, on a connu les défaillances de machines. Et puis, on va faire un tableau à double entrée, tout simplement. Vous avez les défauts donc par exemple du produit. La fréquence, donc combien de fois on a subi ces défaillances pendant par exemple le mois précédent, bien l'année précédente, défauts, rayures, taches, poussières, donc hors tolérance, un produit hors tolérance, inversion manquant, des pièces manquantes, inversion de pièces, etc. Donc on a la fréquence, on calcule le pourcentage, donc vous avez un défaut, on a 56 fois, donc c'est la fréquence, sur la totalité, donc 56 plus 29 plus 10 plus 5 plus 4 plus 2, et on calcule donc le pourcentage, et on calcule aussi la fréquence cumulée. Et sur le diagramme, on va représenter donc la fréquence, et on va représenter aussi la fréquence cumulée. Donc c'est la méthode du diagramme de Pareto, la méthode standard conventionnelle connue. Donc vous avez le cumul, ça veut dire 52% plus 27, donc ça fait 80%, etc. Et puis, il faut construire le diagramme de Pareto. Donc le diagramme de Pareto, tout simplement, il va représenter donc les fréquences en pourcentage, les fréquences donc des non-conformités en relation avec le produit, en fonction des types de non-conformités, les rayures, les taches, les poussières, etc. Et puis vous avez quoi? Vous avez donc aussi donc il faut aussi donc indiquer ou bien représenter les fréquences cumulées, donc le cumul. Et par la suite, il faut exploiter donc le diagramme. Donc là, par exemple, bien sûr, l'expérience montre qu'il est plus facile de résoudre ou bien de réduire une grande colonne que de 1 sur 3 que de réduire une petite colonne à 0. Donc c'est faisable de résoudre en tierce les problèmes ou bien les défaillances qui ont une fréquence plus élevée que de réduire les petites défaillances à 0. Donc, c'est plus remarquable de réduire donc les causes de défaillance les plus importantes. Donc, dans l'exemple précédent, dans cet exemple, si nous travaillions sur les colonnes, par exemple, rayures et taches, qui représentent 20% d'autres causes de défaillance, rayures et taches, nous travaillerons sur 80%. Donc là, c'est
80% donc de l'ensemble des défauts. C'est la loi donc de 80 sur 20 qui explique que 20% des défaillances, ou bien 20%, oui, 20% des causes, donc 20% des causes, ils vont engendrer 80% des défaillances. Alors, si on arrive à résoudre les 20%, rayures et taches, donc on va diminuer le taux de défaillance, on va résoudre 80% de défaillance. Donc là, ça veut dire que c'est plus efficace de travailler sur les 20% pour trouver les résultats de 80%. Si on travaille sur les 80% des causes qui restent, par exemple poussière, hors tolérance, inversion, pièces manquantes, etc., on va exploiter beaucoup plus d'énergie, donc c'est 80% des causes, mais on va avoir juste 20% des résultats et vice-versa. Et à vous de choisir, donc vous pouvez voir que la méthode qui est plus faisable. Alors là, c'est le diagramme de Pareto qu'on peut utiliser pour résoudre, donc c'est une méthode de résolution de problèmes, pour résoudre les problèmes des non-conformités des produits. Et maintenant, on passe à l'outil Kaizen, qui est un outil d'amélioration continue. Alors déjà, c'est quoi le Kaizen? Le Kaizen, c'est une technique japonaise d'amélioration continue des processus. Donc, on améliore les processus, de la qualité ou de perfectionnement du processus de fabrication. On cherche la perfection. Une technique qui se base sur l'implication du personnel pour combattre toutes les pertes. Alors, donc vous avez, en résumé, le Kaizen, c'est quoi? C'est de l'amélioration. Pourquoi? C'est pour affronter la compétition, bien sûr, la concurrence, etc. Le haut, c'est en production sur le plancher. Donc, on va appliquer le Kaizen partout dans l'entreprise. Donc, tous les ateliers sont concernés, tout le personnel, les bureaux, etc. Comment? Par une équipe multidisciplinaire. Et quand? Par nos propres moyens, et ça c'est très important. Donc quand je parle de l'amélioration continue dans le cadre par exemple de l'ISO 14001, il s'agit d'une démarche qui va donc donner des solutions correctives pour les problèmes qui sont majeurs. Là pour le Kaizen, la philosophie Kaizen, donc ce n'est pas un outil proprement dit, mais c'est une philosophie qui va être appliquée à travers des outils comme nous allons voir par la suite. Donc, le Kaizen, c'est une philosophie qui repose sur la résolution des très petits problèmes. Donc, ça veut dire qu'en faisant la résolution des petits problèmes de l'entreprise, on arrive à intégrer et à trouver des solutions pour les grands problèmes. Donc, je parle par exemple Kaizen pour améliorer l'organisation dans les lieux de travail, assurer la propreté du lieu de travail. Donc, ce sont des choses qui sont petites, mais en accumulant ces choses, on peut optimiser le temps, on peut donc impliquer le personnel, motiver le personnel pour travailler. Donc ça veut dire qu'en appliquant le Kaizen, on arrive à donc atteindre des objectifs qui sont importants. Alors là, la démarche, quand immédiatement, ça veut dire tous les jours, chaque jour, on doit appliquer donc le Kaizen. La planification, donc pour chaque processus ou bien machine, on détermine le délai pour appliquer le Kaizen, l'équipe nécessaire, les buts recherchés, par exemple augmenter la productivité sur une machine, éliminer les heures supplémentaires, récupérer de la place, améliorer un poste de travail, etc. Le site ou bien les opérations à améliorer, les règles du jeu ou la méthode, parce que j'ai dit le Kaizen, c'est une philosophie. Par exemple, on va appliquer le Kaizen à travers la méthode du 5S, des 5S, à travers le QQCCP, etc. La politique de suivi et de contrôle, bien sûr, de la méthode. Après la planification, il faut établir l'état des lieux. Donc, codifier toutes les tâches. On ne va pas parler des tâches comme ça, donc avec des noms pour ne pas avoir du paperasse, etc. Donc, on donne des codes pour faciliter la communication. Il faut décrire les standards d'opération actuels. Donc, le processus, il faut déjà le comprendre. On dispose déjà donc des moyens, les fiches de processus, etc. Informer les membres de l'équipe sur le projet de la méthode, surtout quand je parle de Kaizen, c'est essentiellement, c'est bien sûr la direction, les autorités, etc., mais c'est aussi et essentiellement le personnel, les opérateurs, donc les gens en contact direct, les employés qui sont en contact direct avec la machine, le technicien, donc les opérateurs qui travaillent
directement avec la machine, les agents de nettoyage et du ménage, etc. Se rendre sur le lieu, bien sûr, le poste identifié pour identifier le problème, donc sur le champ, donc il faut identifier les problèmes, déterminer pour chaque étape du processus ses faiblesses qu'il faut renforcer. Je parle des faiblesses, des petites faiblesses. Par exemple, un poste de travail mal organisé. On ne peut même pas trouver donc, ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de papiers. Il n'y a pas de poubelle, par exemple. Donc le Kaizen, c'est faire attention aux petits problèmes en fin de compte. Et puis, la troisième étape, c'est l'objectif à atteindre. Donc, l'objectif doit être clair. Est-ce qu'on cherche à organiser le lieu de travail, par exemple, à diminuer les heures supplémentaires, à diminuer donc, le temps perdu par les employés, etc. Tout le monde, donc les améliorations doivent être identifiables, bien sûr. On peut visualiser les résultats. Tout le monde doit pouvoir visualiser l'avancement des travaux et on va voir des exemples par la suite. Alors, la première chose à faire pour appliquer le Kaizen, c'est de choisir le problème. Donc, on choisit quel est le problème à résoudre. Un petit problème à résoudre. Observer la situation actuelle, analyser les causes du problème, proposer des améliorations et appliquer les améliorations. Donc, proposer les améliorations, appliquer les améliorations, vérifier donc en continu. Donc, le Kaizen, c'est l'amélioration continue. Donc, c'est une philosophie, une démarche d'amélioration continue. Alors, on va prendre un exemple. L'optimisation du poste de travail, ça veut dire l'organisation et l'amélioration continue du poste de travail. Alors, choisir le problème. Le problème, c'est un poste de travail mal organisé. Ça cause une perte d'efficacité, la perte d'efficacité, perte de temps, etc. Observer la situation actuelle, espace physique, documents, machines, matériaux, même l'espace numérique, les informations, les données sur PC qui ne sont pas organisées. Dans le cadre, par exemple, d'un SMQ, il faut avoir donc des dossiers qui comportent, pour chaque processus, on réunit les informations nécessaires. Pour chaque processus, on trouve un dossier dans lequel il y a un autre dossier qui s'appelle fiche processus, un autre dossier qui s'appelle procédure, un autre dossier qui s'appelle opération, instruction opérative, modèle, enregistrement. On sort du dossier, on trouve le processus RH, la même chose dedans. On sort du dossier, on trouve... Donc pour chaque processus, il faut, dans les SMQ, il faut organiser donc le système. C'est la même chose pour l'espace physique. Et d'ailleurs, si vous visitez par exemple une multinationale, vous allez remarquer que le Kaizen, il est appliqué naturellement. Vous avez donc j'appelle ça quoi? Des costumes unifiés, des costumes de travail, donc uniformes, pardon, donc des uniformes. Vous allez trouver qu'il est strictement interdit d'apporter ces vêtements à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des vestiaires, il y a des lieux où on peut donc garder nos affaires personnelles jusqu'à la fin de la journée. Sur les bureaux, il n'y a pas par exemple des bouteilles d'eau, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, il faut organiser. Donc les choses, elles sont vraiment organisées et ça aide. Ce sont des petites améliorations, mais ça aide à augmenter l'efficacité du travail et la qualité du travail. Alors, analyser les causes. Parfois, pourquoi les gens ils ne sont pas organisés? Parce que les moyens ils sont insuffisants. Il n'y a pas de vestiaire pour garder ses affaires, donc il va les garder, il va porter son manteau avec lui dans son bureau. Ses chaussures, moyens non suffisants, il n'y a pas de poubelle dans le bureau pour rester en propreté, etc. Personnel non sensibilisé, parfois les moyens ils sont là, le personnel il s'en fout de l'organisation. Système numérique non maîtrisé, ça veut dire il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de documents, ce n'est pas organisé, etc. Et on propose des améliorations, sensibilisation, application des 5 S. Donc on va voir par la suite les 5 S. L'application des 5 S, ça aide à appliquer le Kaizen et à entrer dans une démarche d'amélioration continue en utilisant donc la méthode Kaizen ou bien la philosophie Kaizen. Excusez-moi. Donc, vous avez aussi l'application d'aménager les locaux.
donc chercher des équipements, des étagères, des tiroirs, donc aménager les lieux, unifier le matériel du bureau. Donc vous avez pour chaque bureau, on a par exemple des stylos de même marque, respecter les couleurs, il ne faut pas donc utiliser beaucoup de couleurs. Vous avez donc des dossiers unifiés, donc il ne faut pas des agendas. Pourquoi quand vous entrez dans une entreprise, on vous donne votre agenda, votre stylo personnel, etc. C'est pour avoir des équipements, du matériel standard dans l'entreprise. Donc c'est le côté esthétique des choses, organisation et esthétique. On fait la vérification continue, on applique, on fait la vérification et on établit donc les règles de travail et on donne suite. Ça veut dire quoi? Donc vérifier les effets de la solution et comparer les résultats prévus et réels. Par exemple, avant l'application du Kaizen, je peux donc prendre des photos et après l'application, on prend d'autres photos et on compare. Donc, est-ce qu'il y a de l'amélioration? Est-ce qu'on a amélioré donc la situation de travail? Vous avez aussi donc comparé les résultats prévus avec les résultats réels, assurer le respect des règles et stabiliser l'amélioration. Donc, on ne va pas donc ranger le lieu de travail, améliorer le poste et par la suite, on néglige encore une fois pour arriver. Donc, c'est continu, c'est chaque jour. Donc, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes pour garder l'ordre dans les locaux de travail. C'est une culture, c'est de l'habitude. Donc, vous avez donc donné suite, généraliser l'action. Donc, on va par exemple appliquer les 5S sur une petite fonction. Je ne parle plus juste du bureau, mais je parle aussi donc de la zone de production, etc. Donc, on applique et par la suite, on peut généraliser l'action ou bien on peut fixer des nouveaux objectifs. Alors là, choisir le problème, observer la situation, c'est le quoi. Pourquoi, c'est l'analyse des causes. Comment, quand, où et qui, c'est la proposition des améliorations. Les améliorations sur le comment, ça veut dire améliorer les méthodes. Amélioration sur le quand, ça veut dire limiter le temps. Sur le où, déterminer donc les lieux qui nécessitent donc cette intervention Kaizen. Le qui, le personnel qu'il faut sensibiliser. Et ça vous fait, ça nous rappelle donc la phase plan. Donc c'est la phase planification normalement. On planifie. Appliquer les améliorations, c'est le do, la réalisation. Vérifier continuellement, c'est le check, évaluation. Et vous avez le acte, agir et réagir. Alors ça nous fait rappeler quoi? Ça nous fait rappeler l'amélioration continue. Donc c'est pourquoi j'ai dit le Kaizen, ce n'est pas un outil, mais c'est une philosophie qui s'applique à travers des outils. Notamment ici, on a utilisé le PDCA, la roue de Deming, donc pour arriver à appliquer le Kaizen. Donc, on peut utiliser d'autres méthodes, mais là, on a exploité le PDCA pour arriver à appliquer donc le Kaizen. On applique le PDCA pour les grands problèmes, les problèmes majeurs, les non-conformités. Comment on peut l'appliquer pour atteindre des petits objectifs qui s'accumulent et qui donnent des résultats qui sont remarquables. Alors là, ça nous mène directement aux 5S, donc la méthode des 5S. Donc c'est quoi la méthode des 5S? C'est une méthode qu'on peut utiliser donc dans le cadre du Kaizen, sauf que on va l'utiliser juste pour donc un volet bien déterminé qui est l'organisation et la propreté du milieu de travail. Le 5S a une relation directe avec la propreté et l'organisation du milieu de travail. Alors, la qualité d'une entreprise, la qualité du service, la qualité du système est jugée par la première impression qu'elle donne à travers l'organisation de ses bureaux et de ses ateliers. Même dans le cadre de l'audit qualité, si les lieux ils ne sont pas rangés, l'auditeur donc il vient pour auditer le système de management, il va trouver beaucoup de paperasse, donc les choses ne sont pas organisées. Donc là, c'est une non-conformité aussi, donc ça fait partie de la qualité. Alors les 5S portent sur la propreté et la bonne organisation des bureaux et des postes de travail dans l'entreprise, bureaux et ateliers de travail aussi, hall de production. Tous les services de l'entreprise sont concernés par la démarche 5S. Alors c'est une démarche basée sur un système de management participatif, toujours l'implication du personnel, qui joue un rôle essentiel dans la prévention des accidents. Un milieu bien organisé, on évite les accidents, on évite les non-conformités, on évite les problèmes
on évite donc de perdre le temps et de perdre l'espace. Donc on optimise le temps et on optimise l'espace. Alors l'interprétation de la méthode Kaizen, c'est quoi? De la méthode 5S. Alors, j'ai dit dans la méthode, dans l'exemple Kaizen, que pour atteindre les objectifs, on va appliquer la méthode des 5S. Alors, vous avez les 5S, ce sont des mots japonais. Vous avez la traduction et l'interprétation. Alors, l'S numéro 1, c'est série. Donc, série, ça veut dire débarras. Ça veut dire trier. Donc, l'interprétation, c'est trier. Faire la différence entre l'indispensable et l'inutile et se débarrasser de tout ce qui encombre le poste de travail. Alors, je vais appliquer les 5 S. Donc, j'ai dans le milieu de travail, mon bureau, par exemple, je vais commencer à choisir, à faire le choix, à trier les choses que je ne vais pas utiliser. Parfois, même dans les ménages, dans nos maisons, il y a plusieurs choses qu'on n'utilise même pas, mais elles sont toujours encombrées là. Donc, il faut se débarrasser de toute chose qui est inutile, qu'on n'utilise pas. Un stylo usé, du papier qui n'est pas utilisable, des documents obsolètes. Parfois, vous allez trouver des équipements qui ne sont pas nécessaires et qui sont juste stockés pour rien. Donc, il faut faire la différence entre l'inutile et l'indispensable. Donc, c'est la première chose à faire pour appliquer les 5 S. Alors, c'est série. Après, c'est seitan. Donc, seitan, ça veut dire quoi? Ça veut dire rangement. Donc, ranger un outil, un dossier, un document, un objet, permet de le retrouver sans perte de temps en cas de besoin. Donc, dans le bureau, bien dans le poste de travail, on délimite. C'est le lieu où on doit stocker ou bien archiver les documents. Dans le tiroir, par exemple, il y a tout ce qui est les matériels que j'utilise, le matériel que j'utilise, des ciseaux par exemple, le scotch, vous pouvez je dis n'importe quoi, il y a plusieurs choses à utiliser dans un bureau, donc il faut ranger les choses, le rangement doit être fait chaque jour, donc on évite à perdre le temps à chercher. Parfois vous avez des chemises en plastique utilisées pour plastifier les documents, par exemple je vais utiliser une machine plastifieuse dans le domaine de la sensibilisation qualité, pour produire des fiches et pour les afficher sur les murs de l'entreprise à titre de sensibilisation. Et vous avez les chemises, je les perds toujours, donc les chemises plastique, je les perds toujours. Alors là, je perds du temps, je perds de l'argent, parce que l'entreprise, perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Et puis, je dois désigner un emplacement. Quand je vais chercher ces chemises en plastique, je dois les trouver dans le lieu désigné. Donc, il faut chaque jour ranger le lieu de travail. Ça veut dire chaque chose, chaque équipement, chaque outil, il doit être exactement placé dans son lieu pour éviter les pertes de temps. Puis, vous avez le CISO. Le CISO, ça veut dire le nettoyage, nettoyer, veiller à la propreté des lieux, éliminer les déchets, les saletés, les corps étrangers, afin que le poste de travail et son environnement soient propres. Vous avez Seiketsu. Donc Seiketsu, ça veut dire l'ordre, conserver le milieu en ordre. Il s'agit de développer des habitudes, appliquer des règles et un effort constant que tout reste en ordre. Donc, on ne va pas faire le rangement, nettoyer, etc. Dès le lendemain, je commence à mélanger les choses et je reviens vers la première situation. Donc, chaque jour, il faut mettre en ordre. Et vous avez le Shitsuke, ça veut dire la rigueur. Donc, impliquer et formaliser. L'objectif est de mettre en place un système permanent et de faire des progrès et de ne pas revenir en arrière. Donc, c'est l'amélioration continue, tout simplement. Alors, il faut conserver la méthode des 5 S, ça veut dire qu'il faut conserver seulement le strict nécessaire au fonctionnement, donc que ce soit pour les équipements, les papiers, les dossiers, il faut le matériel, il faut conserver le strict nécessaire au fonctionnement. Je ne parle pas des équipements, je parle des choses qui sont très petites. On est toujours dans le cadre du Kaizen, ça veut dire des petites améliorations. Je parle des stylos, des dossiers, etc. Analyser chaque cas, il faut
analyser. Est-ce qu'il s'agit des pièces défectueuses? Donc j'élimine. Cassées, des pièces cassées, ou bien donc un stylo cassé, etc. J'élimine. Les objets rouillés, non utilisés, élimine. Documents périmés, j'élimine. Donc on applique, par exemple, une méthode qu'on va voir aussi dans la deuxième vidéo des outils qualité. Donc le QQO, QCPC. Donc c'est une méthode qu'on utilise pour éradiquer, pour savoir les causes et éradiquer les causes donc des problèmes. Méthode de résolution de problèmes. Il faut observer, il faut critiquer le processus actuel de rangement. Donc faire l'inventaire des objets à ranger, étudier les fréquences d'utilisation. Il ne faut pas éliminer des choses qu'on va utiliser, ou bien éliminer des choses utiles qu'on utilise. Donc bien sûr, il faut éliminer, identifier, ou bien éliminer les objets qui ne sont pas nécessaires. Et puis les objets nécessaires, il faut les ranger. Il faut délimiter et identifier les emplacements des objets, proposer un emplacement pour chaque objet, choisir des modes de rangement, prévoir le nettoyage du poste de rangement et le faciliter. Donc ça ne veut dire pas que je vais attendre la femme de ménage pour faire le nettoyage. Je ne parle pas du nettoyage du sol et des équipements, mais je parle donc de l'existence des objets étrangers qui perturbent. Donc tenir en compte l'encombrement des matériels, etc. Les fonctions concernées, donc tous les domaines sont concernés, que ce soit au niveau de la production, au niveau de l'administration, quel que soit donc le secteur d'activité et l'effectif de l'entreprise. Alors la méthodologie de mise en place, constituer toujours le comité, d'abord le comité d'animation 5S, ça veut dire la structure d'animation de la démarche 5S. Donc il doit comprendre non pas justement l'hiérarchie. Donc quand on parle normalement des 5S, on parle donc du personnel directement. Donc le personnel, les employeurs, etc. Et on oublie que le boss aussi, il est concerné par les 5S. Donc la direction aussi, au plus haut niveau, il doit appliquer donc les 5S, la propreté, le nettoyage, etc. Donc tout le monde est concerné. Donc on va constituer un comité pour veiller sur le respect des 5S, qui doit rassembler donc un membre de la direction, un membre par exemple de la fonction qualité, et vous avez le responsable de chaque unité de travail qui sera responsable d'animer les 5S dans son unité, mais bien évidemment, il doit être encadré par un animateur 5S, une personne de la fonction qualité, le responsable qualité notamment, le technicien qualité, etc. Donc qui va animer donc la démarche et qui va communiquer avec les responsables de chaque atelier. Par la suite, il faut définir la politique 5S, donc après la construction du groupe de travail ou bien du comité de travail, il faut définir la politique de 5S. Quand je dis politique, c'est toujours des objectifs avec des délais, etc. Donc c'est la politique. Toujours après la politique, ça vient le plan d'action 5S, donc qui va prévoir par exemple des réunions. Donc on prend ça au sérieux. Donc, il ne faut pas dire que la propreté du milieu de travail, c'est quelque chose qui est minable, ce n'est pas important. Donc, non, il faut prendre ça au sérieux. Donc, le plan va prévoir des réunions et des rapports pour faire le point sur les objectifs et recenser ceux qui ont été atteints. Il faut définir des indicateurs d'évaluation pour toujours assurer donc l'amélioration continue. Donc, il faut savoir avant toute chose que lorsqu'une décision est prise, il faut l'appliquer. Donc, se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, entreprendre un grand ménage, consacrer chaque jour 3 minutes pour le nettoyage. Donc, il faut l'appliquer sur la réalité. De même, il convient donc de créer des outils adaptés et de les utiliser. Des étagères, des tables spéciales pour le rangement des objets, des étiquettes, des panneaux d'instruction, etc. Et là, donc, vers la fin de cette première vidéo sur les outils qualité, je vais vous montrer donc des exemples de résultats d'application des 5S. Donc, les résultats, ils doivent être visuels. Donc, il faut voir le résultat. Notamment ici, donc, vous avez deux photos avant et après l'application de la méthode 5S. Donc là, vous voyez qu'on prend aussi en considération donc l'entourage de l'entreprise. Vous avez la cabine la garotte du jardinier. Vous avez donc dans les lieux environnants, dans l'entourage, on a effectué les 5S pour se débarrasser donc des encombrants. Vous avez aussi donc dans la deuxième
dans le deuxième exemple, on a nettoyé, on a mis des étiquettes, on a même assuré donc la sécurité juste en appliquant les 5 S, parce qu'ici il s'agit donc d'une matière qui est inflammable, ça se voit sur le pictogramme. Donc là aussi on assure la sécurité juste en appliquant des mesures 5 S. Vous avez un lieu de travail qui est rangé, qui est organisé, c'est facile de trouver les choses, c'est facile, donc on ne va pas perdre du temps, etc. Un autre exemple, donc un milieu qui est rangé, on délimite les lieux, donc par exemple le lieu où on va mettre une poubelle, le milieu où on va mettre donc d'autres objets, etc. Donc là, on délimite et vous voyez que c'est propre, c'est organisé, donc c'est bien, ça facilite donc le travail. Et voilà, donc une vision globale sur une usine qui applique donc les 5 S. Alors, on est arrivé à la fin donc de cette vidéo consacrée aux outils qualité. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est la première vidéo. Il y aura une deuxième vidéo qui va donc parler des autres outils qui restent. Donc le Pukayoke, le diagramme d'Ishikawa, les 5 pourquoi, le brainstorming, le benchmarking, l'outil QQO QCCP, et on va récapituler donc les méthodes de la qualité. Je vous souhaite bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée. Ça dépend donc de quand est-ce que vous voyez la vidéo, et à la prochaine.